Oui, absolument. Et regardez d'ailleurs, j'adore ce château parce que je me mire dans le bassin. Vous voyez, je me mire dans le bassin, je me regarde en toute modestie, bien sûr. Mais oui, vous l'avez dit, oui, on se trompe, c'est en effet un vrai château Renaissance. Alors, pour faire le point sur ce château, on va découvrir des tas de choses. Il y aura un scoop, je vous l'ai dit, et puis un moment absolument sublime dans un lieu totalement magique. Mais avant de démarrer tout cela, je pense qu'il faut faire un peu un cours d'histoire et retrouvons le petit Mélanie Trachler illustré. On regarde. Colossal, massif, le château de Valençay est bien Renaissance, même s'il annonce déjà le style classique. Sur son donjon, la superposition des trois ordres, ionique, dorique et corinthien. Ce magnifique château, construit sur une forteresse du XIIe siècle, on le doit à l'immense fortune de la famille d'Étampes. À la Renaissance, Louis d'Étampes, qui commence à être un des mieux connus parmi les membres de la famille, épouse Marie Hureau. Marie Hureau est la fille d'un financier. Comme les Étampes, elle est issue d'une famille de financiers. Et les Hureau sont installés juste à côté, à Veuil. Ils sont également les seigneurs de Cheverny, ce sont eux qui font construire Cheverny. Louis d'Étampes fait détruire ce logis médiéval et construire, alors en premier lieu, la tour nord-ouest, qui est certainement achevée dans les années 1520, donc très tôt. Et puis le corps de logis principal, qui était simplement moitié moins long qu'aujourd'hui, mais qui se situait tout à fait au même emplacement. Quelques années plus tard, le petit-fils, Jean d'Étampes, se mariera avec une très riche picarde, Sarah d'Aplincourt. Ce donjon et cette galerie viendront alors s'ajouter au dôme impérial. Nous avons appris, grâce à l'archéologie du bâti, aux travaux qui ont été faits, eh bien qu'il avait été fait d'un seul tenant. Pour preuve, la dendrochronologie, l'étude du coupe des bois, nous apprend que donc c'est 1519. La date de coupe, et à l'époque on posait le bois vert, donc ça veut dire que l'année suivante le dôme, en fait la charpente a été posée, ce qui est très intéressant et ce qui montre que justement grâce à toutes ces études, grâce à ces travaux, eh bien chaque jour on en apprend plus sur notre patrimoine. En France, on aime bien la symétrie, alors au XVIIIe siècle, un troisième dôme sera ajouté avec l'apparition du néoclassicisme, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour toutes ces précisions sur ce château de Valençay. Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des bâtiments du conseil départemental de l'Indre. Et alors, si on était venu là il y a un an, parce que ce qui est vraiment emblématique du château de Valençay, c'est ces deux énormes tours qui sont là. Et si on était venu il y a un an, eh bien, il y avait des travaux encore. Il y avait encore l'échafaudage qui a permis de la restauration de la tour nord-ouest. Oui. Et alors, cette tour nord-ouest, ça a pris combien de temps, cette restauration ? La tour, rien qu'elle, elle a duré 3 ans. En fait, c'était prévu 1 an et demi. Il y a eu quelques péripéties au niveau des travaux. Et donc... Ça... Dans le bâtiment, il y a toujours des péripéties. Tout à fait. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, on va regarder des images aériennes du château, parce que c'est vrai qu'un château vu du ciel, c'est encore plus beau. Et ce château, donc, elle le dit, Mélanie, bon, on a souvent dit que c'était un château classique, parce que c'est vrai, il a été adapté au cours des années, mais c'est un véritable château Renaissance. Et cette tour qui est derrière nous, c'en est bien la preuve. Bien sûr. Et en fait, les études et les travaux ont permis de dater les études qui ont été menées sur la charpente ont permis de modifier la date de construction de la tour, qui était dans les archives était donnée pour 1540. Et les études dendrochronologie, c'est-à-dire la datation par le bois. Vous pouvez répéter ? Dendrochronologie. Dendrochronologie. Voilà. J'ai appris un truc là. Donc ont permis de ramener la construction. En fait, c'est les études qui ont été portées sur la charpente. C'est des carottages et on étudie les veines du bois. Et donc ont permis de ramener la date de la construction par la coupe du bois, en fait, entre 1516 et 1520 pour ce qui concerne la charpente. Alors, on va voir tout de suite des images, parce que là, vous voyez une cheminée qui a été restaurée, mais on a la chance d'avoir la cheminée d'origine. On va voir tout de suite des images de cette cheminée, 20 tonnes à peu près. pour la... Oui, c'est ça, 10 mètres cubes de pierre du tuffeau de Villentroy, d'une pierre locale, donc oui. Ouais. Et alors, il y a d'autres restaurations qui sont prévues par rapport à cette période Renaissance ? Pour ce qui concerne Valençay, après on va s'attaquer à l'aile est du château, donc qui elle aussi est de cette époque-là. Elle est un peu plus tardive, c'est plutôt 1600. Voilà. Quoi. Pourquoi on lui colle ce côté classique ?
C'est une habitude, quoi. Voilà. Oui, je pense. Ouais, Ouais. voilà. Bon, merci en tout cas, Christian, de nous avoir apporté ces explications. Alors, je vous avais prévu et promis une séquence émotion. Nous l'avons enregistrée cet après-midi. Nous sommes montés dans les combles et on a découvert quelque chose et j'en suis encore tout retourné. Regardez plutôt. Alors, moi j'ai le cœur qui bat. Je sais pas vous, Anne, mais oui. Non, apparemment pas, mais c'est un moment d'émotion. Vous allez peut-être vivre avec Anne, qui est la directrice des archives départementales de l'Indre, un moment mondial de télévision, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Alors, on est tout le temps en train, avec Anne, depuis que l'on se connaît, on est tout le temps en train d'utiliser le conditionnel. Et vous allez comprendre pourquoi. On va s'approcher, et c'est Antoine qui va nous montrer, on va s'approcher d'un tableau qui est une peinture sur bois, c'est ça? Vous me dites Absolument. si je me trompe, Non, mais c'est Anne. une peinture sur bois. Qui serait, et j'utilise encore le conditionnel, et c'est pour ça que ça pourrait être un événement mondial, parce que c'est la première fois qu'on le verrait, qui serait un Léonard de Vinci. Il n'est pas signé, Léonard de Vinci, mais vous avez étudié les archives, et dans les archives, il y a une notification qui dit que c'est un tableau de Léonard de Vinci acheté par Talleyrand. Alors il y en a même plusieurs, effectivement. Il y a plusieurs mentions dans les archives. Effectivement, ce tableau qui est une œuvre sur bois n'est absolument pas signé. Il est dans les collections du château depuis très longtemps. Il était plutôt réputé être un portrait de Montaigne, mais effectivement, plusieurs mentions dans les archives parlent au XIXe siècle, dans la seconde moitié du siècle, d'un portrait qui serait un portrait de Nicolas Machiavel par Léonard de Vinci. Effectivement, et c'est la lecture de cette mention qui est effectivement exceptionnelle. Quand on tombe sur une mention de ce type, on se demande tout de suite de quelle œuvre il s'agit, qui nous a conduit à une sorte de petit jeu de piste en fait dans les archives à travers les différentes mentions qu'on pouvait trouver, les descriptions de ce tableau, les dimensions aussi qu'on a trouvées dans les archives nous conduisent à penser que le tableau dont on parle pourrait être celui-ci. Après, sur la question effectivement de l'identification de l'auteur et du personnage, il est beaucoup plus difficile de se prononcer à l'heure actuelle. C'est quand même très 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 impressionnant. Si on regarde la toile, on va y trouver, la peinture, on va y trouver bien entendu ce fameux regard qu'on retrouve chez de Vinci, mais on peut imaginer quoi? Alors on peut imaginer, si c'est pas lui, on peut imaginer que c'est un de ses élèves, on peut imaginer que c'est un grand copiste. Qu'est-ce que l'on peut imaginer par rapport à ça? Alors, c'est maintenant, je dirais, l'affaire des spécialistes, de nous dire exactement à quand remonte ce tableau, à quelle école on peut l'attribuer. Il est très probablement de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle, sans doute un petit peu plus tard que de Vinci, donc peut-être l'école en tout cas. Ce qui est intéressant effectivement avec ce tableau, c'est le fait qu'on le relie aussi à Talleyrand. S'il arrivait à Valençay, c'est par les exceptionnelles collections d'œuvres d'art qui ont été constituées par Talleyrand. Il est certain que cette mention dans les archives était intéressante puisque ça n'a rien d'improbable. Le fait que Talleyrand puisse posséder un portrait de Vinci, sachant la richesse des collections qu'il y avait au château de Valençay, n'a rien d'incroyable. Incroyable quand même. Hein. Je suis très très ému. Ensuite, sur la... Parce que si c'était vrai, et si c'était un vrai, on serait quand même dans un moment de télévision très fort parce que c'est la première fois au monde qu'on le verrait. Merci Anne. Moi je suis troublé. Allez, on va se détendre, on va aller au théâtre, vous allez comprendre pourquoi. Coucou, me voilà. Je vous l'avais dit que l'on serait au théâtre. Et nous sommes en effet sur une véritable scène de théâtre. Et je vais inviter à venir nous rejoindre ici, sous les feux de la rampe. Eh bien, je vais inviter Sylvie Giroux, qui est la directrice donc de ce château de Valençay. Cet endroit est absolument sublime. Oui, c'est notre bijou. Oui. Et donc, qui est un peu plus tardif évidemment que le château, puisqu'il date de 1810. D'accord. Il a été conçu, il a été fait pour qui, pourquoi? Parce qu'on sait que Talleyrand était un homme qui aimait le spectacle, qui aimait la culture. Il a été fait pour ça aussi? Il a été fait pour ça aussi, mais il a été fait en premier lieu pour la captivité des princes espagnols, pour les divertir, pour les occuper en fait, puisqu'ils ont été enfermés pendant 5 ans à Valençay. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, vous pouvez pas véritablement vous rendre compte, mais quand on s'avance un petit peu, Sylvie, et que l'on parle, on a un retour. Il n'y a pas besoin de micro. C'est-à-dire qu'il l'acoustique est extraordinairement bien faite. Oui, l'acoustique est tout à fait magnifique pour la musique ou pour le théâtre d'ailleurs. Ouais. Alors, on va se retourner là, juste derrière nous, pour voir ce décor. Alors, on est en pleine forêt. Vous avez plusieurs décors qui datent de l'époque, c'est ça? Oui, on a plusieurs éléments de décor. Ouais. On en a 90 qui représentent 6 décors différents. Ah, quand même. La forêt, sur la place publique, dans le grand salon,
dans la chambre rustique, etc. Et donc tous ces décors étaient en fait remplacés au fur et à mesure des pièces qui étaient données. Voilà. Alors, Sylvie, vous auriez le cœur meurtri, tel qu'on vous connaît, passionné de musique, d'art, de littérature, de culture en général, de ne pas le faire revivre. Absolument. C'est un lieu artistique, donc c'est un lieu que l'on ouvre pour les visites, mais aussi pour les artistes et donc pour les spectateurs. On peut le visiter. On peut le visiter tous les samedis et tous les dimanches. Et on peut entendre de la musique ou voir des spectacles en fonction de notre programmation. Mais il s'avère que le 2 juin, nous aurons déjà les élèves du Conservatoire national supérieur de théâtre de Paris qui donneront donc en représentation un atelier ouvert autour du soulier de satin de Claudel. Ah oui, alors c'est un soulier de satin, c'est un petit peu long, c'est une version peut-être... Oui, édulcorée. Non, oui, effectivement, c'est un atelier. 12 heures, hein, c'est 12 heures normalement, voilà, c'est 12 heures. Et ça se passe à la Renaissance, voilà pourquoi. Oui, en plus, exactement. À l'époque des alors, conquistadors. on fait attention, bien entendu, à cette restauration plus tard, ou vous allez le laisser un peu dans son état? Il a été nettoyé voilà quelques années, mais en fait, il va surtout être pris au niveau du bâti. D'accord. Voilà, parce que on a quand même la chance d'avoir un état de conservation assez magnifique. Donc, c'est vrai que c'est très beau. Merci Sylvie de nous avoir fait découvrir cet endroit. Peut-être, merci pour toute cette journée, peut-être qu'au-dessus de nous, il y a des petites pièces qui s'appellent les roulements à billes. Vous voyez ce que c'est un roulement à billes? Bon. Ah oui, dans les poulies. Dans les poulies. Eh bien voilà, ça aussi c'est une autre invention de Léonard de Vinci. On regarde. Vous pouvez parcourir des milliers de kilomètres au volant de cette voiture, geeker pendant des heures ou vous servir un expresso. Tout cela c'est grâce à Léonard. Raccourci certes, mais de Vinci a tout de même mis au point le roulement à billes. En réalité, c'est utilisé pour la première fois dans l'Empire romain avant d'être perdu avec la chute de Rome. Mais c'est bien Léonard qui a redécouvert le roulement à billes en 1485 lors de son séjour à Milan. Rapidement, le génie remarque une friction importante. Si des billes ou des rouleaux se touchent au cours de leur mouvement, ils rendront le mouvement plus difficile que s'il n'y avait pas eu de contact entre eux. Il met alors au point des séparateurs permettant aux billes d'évoluer librement dans une cage annulaire. Un vérin à vis permet de réduire le frottement entre l'écrou rotatif et le plateau fixe. Cela permet d'augmenter la vitesse, de résoudre les problèmes de frottement et de diminuer la pénibilité des tâches. Léonard de Vinci avait bien 5 siècles d'avance. Alors, encore un petit mot sur Valençay. À partir de ce week-end, il y a une exposition qui démarre qui s'appelle Les bâtisseurs de Valençay. C'est à voir absolument. Et là, on ouvre notre agenda Renaissance avec à Chambord, regardez ces images, l'utopie à l'œuvre. C'est le thème de cette exposition sur 2000 m², proposant donc une rétrospective en quelque sorte de la genèse du château de Chambord et puis aussi des délires qui ont été par rapport à ce château de Chambord. C'est un pan là qui est en train de faire la roue à côté de moi et c'est pas moi. Donc ce château inachevé. Un autre rendez-vous, vous pouvez vous rendre à Loches et visiter à l'intérieur de la ville de Loches et une exposition aussi, c'est à la Chancellerie parce qu'il y a énormément dans cette ville de Loches de bâtiments de la Renaissance. Et puis encore quelque chose, le château d'Aîné-le-Vieil, nous y serons dans 15 jours d'ailleurs, voire dans 3 semaines, qui célébrera la famille. C'est jeudi prochain, la famille autour de la Renaissance. Voilà, c'est à partir de 10h du matin. Voici pour ces rendez-vous donc de l'agenda Renaissance. Lucie, vous savez, ici, c'est la maison de Monsieur Talleyrand. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe à Fontainebleau. Madame de Lavallière, qui avait une coquetterie dans l'œil, croise Monsieur de Talleyrand qui lui boitait. Madame de Lavallière s'approche de Talleyrand et lui dit « Comment allez-vous, monseigneur ?» Et il lui répond « Devinez quoi ? Comme vous voyez, madame. » Voilà, ça c'était quand même un personnage extraordinaire parce qu'il a vécu très longtemps et il a fait de ce château de Valençay une véritable merveille. Je sais que vendredi prochain, ma petite Lucie, eh bien, vous serez en Indre-et-Loire, à l'Aimerais et exactement au château du Rivaux. J'ai raison, Lucie, ou pas ? Tout à fait, Denis, le château du Rivaux qui est connu pour ses magnifiques jardins et ses roses.